Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 16 de ce Tour de France. On va voir un petit peu le parcours, les difficultés, le patrimoine, la stratégie, mes favoris pour cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui sont vos favoris surtout, quelle est votre grosse cote, vos 3 favoris et votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, pour voir le plus rapidement possible après la mise en ligne d'une vidéo, parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube les met en avant. Je salue également les nouveaux abonnés sur la chaîne, et puis quand vous vous abonnez, vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Peut-être la dernière opportunité pour les sprinteurs sur ce Tour de France. Et oui, parce que la dernière semaine est quand même très dure. On sera souvent dans les Alpes. Il y a l'étape de jeudi. Il faudra quand même... l'étape de jeudi n'est pas si évidente que ça. L'étape de jeudi, il y a quand même 3000 mètres de dénivelé positif. Donc tous les sprinteurs ne passeront pas. Donc les purs sprinteurs, et je dirais que même 85%, 90% des sprinteurs savent que c'est l'étape, en fait. Que c'est l'étape qu'il faudra gagner à tout prix. Parce que sinon, après, il n'y a plus grand-chose à tenter. Moi, je pense que mercredi, beaucoup de sprinteurs vont bâcher. Parce que il n'y aura plus d'intérêt, à part si tu veux vraiment finir le Tour de France. Mais en gros, il y a peu d'intérêt à s'infliger des douleurs dans tous les sens. Et puis, il y aura peut-être des opportunités sur le Tour de Pologne, sur la dernière partie de saison. Est-ce que tous les sprinteurs resteront pour la dernière semaine? Je ne pense pas. Donc à partir de mardi soir, peut-être qu'il y aura pas mal d'abandon. Alors, est-ce que c'est assuré qu'on a un sprint massif? Pas sûr non plus. On est dans la région de Nîmes, la région de l'étoile de Bessèges, une région de vent, une région de bordure, un peu comme l'étape de Saint-Amand-Montrond. Donc il faudra faire attention au vent. Alors soit on a peu de vent et c'est une étape qui n'est pas très passionnante comme pour Saint-Amand-Montrond, soit on a du vent et forcément on aura de la tension sur toute l'étape. Faire attention au final, technique, beaucoup de ronds-points. C'est l'étape avec le plus de ronds-points dans les 10 derniers kilomètres. Et donc il faudra faire attention également avec la tension dans le final. Est-ce que des coureurs ne prendront pas beaucoup de risques pour avoir un résultat sur cette étape, un résultat à tout prix, pour essayer de sauver leur Tour de France. Du côté du dénivelé positif, on est à 1177 mètres, c'est la 16e étape dans ce classement. Au niveau du classement de la montagne, vous pouvez marquer un petit point. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Étape numéro 16 de ce Tour de France, dernière opportunité peut-être pour les sprinteurs, 189 km entre Gruissant et Nîmes. Une seule côte au programme, la côte de Fahnbetou au kilomètre 112,5, c'est-à-dire à mi-journée. 1 km 1 à 5% de moyenne. Le sprint intermédiaire sera une vingtaine de kilomètres auparavant, 15-20 km auparavant, avec les Matelettes, où il y aura le sprint intermédiaire au kilomètre 96,5. Ce sprint intermédiaire sera situé après le mât de Cornon, 7 km à 3,4 de moyenne. On part de Gruissant, début de journée, on passera à Béziers, Pézenas, Gignac au kilomètre 79,5 comme le footballeur, pardon. Et puis ensuite, on redescend vers Galargues, Calvisson, Aubord et l'arrivée à Nîmes. Arrivée magnifique du côté de Nîmes, les arènes. Enfin voilà, on aura beaucoup de choses à dire au niveau patrimoine. Du côté de cette étape, on va être sur des routes à découvert pendant une grande partie de la journée. Certaines traversées de villages sont assez techniques, contrairement au passage dans Béziers qui sera plutôt par l'extérieur de Béziers. Mais on a vraiment des traversées de villages où parfois c'est assez étroit. Il faudra faire attention, ça pourrait créer des cassures, accentuées potentiellement par le vent. Le placement sera primordial et puis... attention aux cassures après ces communes à 5,8 km.
Je vous remonte voilà, la fin du parcours. Vous voyez à 5 km 8. Premier rond-point, et la particularité de ce final, c'est qu'il y a beaucoup de ronds-points dans les derniers kilomètres. Hein. Vous voyez là déjà, vous avez 2 ronds-points. Là, donc, vous avez un rond-point à 5 km 8. Vous avez un autre rond-point qu'il va falloir prendre part à la première à gauche. On va contourner 2 fois le rond-point complètement, si j'ai bien compris au niveau du parcours. Ça, c'est à 5 km 400 à peu près. Vous voyez beaucoup de ronds-points. Et puis il y a un autre rond-point également donc ici à 3 km, à 2 km 800, je crois que j'ai marqué, à 2 km 500 voilà, de l'arrivée. Là, on a encore des ronds-points. Là, il y en a un à 4 km 8. Il y en a encore un à 3 km également de ronds-points. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et il y a beaucoup de ronds-points dans ce final. Donc rond-point là où il faut passer, là encore, première à gauche. Et puis ensuite, on arrive dans la ligne droite finale. Mais là encore, ligne droite finale qui sera marquée par 3 ronds-points à 1 km 6, 900 mètres et 300 mètres de l'arrivée. Donc ça, c'est pas l'idéal pour les coureurs. Peut-être que certains seront défaits sur goudronné pour le passage du Tour de France, parce que sinon ça va être un final très technique et vraiment très dangereux. On regarde l'étape du jour au niveau du patrimoine. On commence à Gruissant. Alors vous voyez, Gruissant, le long de la mer. Hein, on est à côté de la mer Méditerranée. Donc, vous voyez la vieille ville qui est présente ici. Cette vieille ville qui date du XIe siècle. Il est construit en circulade, qui est une organisation typique de la région Languedoc. Donc la configuration permet la construction de bâtiments autour d'une église ou d'un château fort. Donc on est vraiment sur une cité maritime. Elle dispose en son cœur de nombreux bars, restaurants et boutiques. Vous avez également de nombreuses plages du côté de Gruissant pour vous baigner. Et ça, c'est vraiment la spécialité locale. Donc vous voyez vraiment, là vous avez le fort. Le fort, on peut en parler hein, de ce château. En fait, c'est les ruines du château et c'est en fait la tour Barberousse, construite entre le Xe et le XIIe siècle. C'est un style médiéval. Et si vous allez, il est construit en haut d'une colline et il a été agrandi au XIIIe siècle par l'archevêque de Narbonne. Et c'est Richelieu qui va ordonner la destruction de l'édifice, qui fait ensuite laisser à l'abandon. Si vous allez au sommet de la tour, vous avez vraiment un panorama assez spectaculaire. On se doute, ici en haut de la tour, vous devez avoir une vision à 360 degrés assez incroyable sur toute la région. Et puis on termine avec une des spécialités également locales. Ce sont les maisons sur pilotis, alors qui ont été rendues célèbres par le film 37.2 le matin. Donc film, c'est Béatrice Dalle, je crois, qui est à l'intérieur. Je ne sais plus. Peut-être que je dis une grosse connerie. C'est construit à l'origine sur la plage. Et donc c'est des petites maisons, voilà. Que vous pouvez retrouver. Ça aussi, c'est un peu une spécialité si vous vous baladez à Gruissant. On poursuit. Alors là, c'est Béziers. Alors, la photo n'est pas très belle. C'est la photo du site du Tour de France. Donc Béziers qui arrive après une trentaine de kilomètres de course. Béziers qui a une particularité du côté de cette ville de 80 000 habitants. Managé. Le maire étant Robert Ménard, avec ce lycée Henri IV fondé en 1598. Les bâtiments actuels datent de 1904. Donc c'est une lettre patente du roi Henri IV conservée aux archives municipales qui permet la création d'un grand collège royal à Béziers. C'est l'un des plus anciens collèges du pays. Très vite prisé par les membres de la bourgeoisie locale, ce collège de renom joue un double rôle au XVIIe siècle, instruction des fils de l'élite et séminaire. Au cœur de la ville de Béziers, les bâtiments haussmanniens actuels en pierre de taille datent de 1904.
En effet, l'ancien collège royal, de plus en plus étroit dans ses murs d'origine, fut démoli et reconstruit selon la topographie des grands lycées parisiens. Et vous avez un monument qui représente une croix de Lorraine dédiée à Jean Moulin, qui était un ancien élève du collège et qui a été inauguré le 6 octobre 1946 dans la cour du lycée. Autre commune, c'est Pézenas. Alors Pézenas, vous avez également une cathédrale à Béziers, parce que là je vous montre voilà, une image, voilà, une photo de Béziers, hein, c'est beau hein, Béziers avec ce pont. Alors j'ai pas d'informations sur le pont, et vous avez la cathédrale tout au sommet, cathédrale qui date entre le XIIIe siècle et le XVe siècle. Voilà. Et donc la construction du bâtiment qui a débuté après en fait le sac de Béziers le 22 juillet 1209, il y a un incendie en fait qui a provoqué la destruction de l'ancienne église de Béziers. On continue donc avec Pézenas. Pézenas qui a une particularité, c'est d'avoir un secteur sauvegardé. Alors qu'est-ce qu'un secteur sauvegardé, me direz-vous? Eh bien, c'est en fait un secteur qui va considérer que tous les bâtiments d'un quartier sont des bâtiments remarquables et donc il faut les protéger de la destruction. En fait, au lieu que ça soit un seul monument qui est protégé, c'est l'entièreté du quartier qui est protégée. C'est le cas notamment du quartier du Marais, et c'est à Paris, et c'est le 14e quartier qui a été sauvegardé. Il a été créé le 21 juin 1965 et c'est le deuxième en Occitanie après Uzès. Donc voilà, 25 bâtiments ou parties d'immeubles sont déjà reconnus monuments historiques dans le périmètre qui devient donc le secteur sauvegardé. Vous avez la maison consulaire, la fontaine Védel, la collégiale Saint-Jean, l'hôtel particulier et riche demeure. Et les hôtels particuliers ont commencé à être restaurés à partir de 87. Et 38 immeubles renfermant 212 logements ont ainsi été réhabilités. Voilà. Donc, vous avez désormais à l'intérieur la maison des métiers d'art et vous avez les espaces des ateliers d'art de France, voilà, au cœur de ce secteur sauvegardé. Donc voilà, si vous allez à Pézenas, pardon, n'hésitez pas à aller dans ce coin-là. Agnan, pas tout de suite. Si, à Agnan, je ne sais pas si... Oui, non, j'ai raté la photo parce qu'il n'y avait pas de photo, je crois, à Agnan. Du pont du diable. Donc oui, voilà, parce qu'il n'y avait que la basilique. Le pont du diable, bah si, pourtant j'avais pris le pont du diable, mais je l'ai raté, là. Ça, je prends les photos en avance. Et oui, non, j'ai raté le pont du diable. Donc le pont du diable qui est un ancien pont, voilà, avec des arches, qui est le plus ancien pont médiéval, l'un des plus anciens ponts médiévaux de France. Donc ça enjambe l'Hérault sur 65 mètres de longueur à 18 mètres de hauteur, monument historique en 1935, et il est au patrimoine mondial de l'humanité en 1998 au titre des chemins de Compostelle. Et vous avez donc également à Agnan l'abbaye d'Agnan que vous voyez en photo, donc qui date du 8e siècle. Elle a été dévastée et ruinée en 1562 après les guerres de religion, et elle a été réhabilitée en centre pénitentiaire au 19e siècle. Et elle va accueillir une maison d'éducation jusqu'en 1998. Et on va décider de faire des fouilles archéologiques en 2011 qui vont mettre à jour des éléments carolingiens et médiévaux. Ça a été également un théâtre pendant les années 90-2000 et c'est un monument historique depuis 2004. On poursuit avec... les différentes communes où vous êtes à Saint-Martin. Ah oui, donc là c'est l'image de Saint-Martin de Londres, pardon. En plus, c'est même pas j'ai vraiment raté les photos de cette commune. Pardon, là c'est Saint-Martin de Londres que je vous montre depuis tout à l'heure avec l'église Saint-Martin qui date du XIIe siècle, style roman. Donc voilà, l'édifice présente la disposition assez rare de transepts arrondis. Et c'est un monument historique depuis 1900. Je rappelle que vous pouvez retrouver des informations supplémentaires, complémentaires, sur le site du Tour de France. On poursuit avec, ça c'est la commune, alors que je vais retrouver le nom,
C'est pas la commune de Perrier, c'est la commune de Vergès. Donc où vous avez la source Perrier, qui a longtemps été boisson officielle du Tour de France. Et donc, comme c'était la boisson officielle du Tour de France, il y a eu quelques contre-la-montre ou des grandes courses qui se sont déroulées, notamment Paris-Nice. Jacques Anquetil, Fausto Coppi, Louison Bobet se sont imposés dans cette commune, André Darrigade également. Le stade municipal, à l'intérieur, s'entraînait Stéphane Diagana. Et puis Maurice Trintignant, pilote de Formule 1, premier vainqueur français de Formule 1 lors du Grand Prix de Monaco en 1955, sur une Ferrari, une histoire qui est même assez incroyable, était maire entre 58 et 64 dans cette commune. En 55, en fait, il gagne à Monaco avec un châssis qui normalement ne devait pas être performant pour Monaco. C'était un châssis qui était vraiment pas efficace, qui était plutôt fait pour des circuits genre Monza, et il va réussir à s'en sortir magnifiquement à Monaco pour être le premier Français vainqueur d'une course en championnat du monde de Formule 1. Donc la source Perrier, qui est née il y a 120 millions d'années lorsqu'un gaz d'origine volcanique s'est mêlé à l'eau souterraine. Voilà. La légende dit qu'Hannibal s'y serait désaltéré lors de sa grande marche vers Rome en 218 avant Jésus-Christ. En 98, Louis-Eugène Perrier, qui était en fait un médecin gardois, achète la source, y installe un centre thermal, y invente les techniques pour capturer séparément l'eau et le gaz et les mélanger ensuite. Il manque d'argent pour développer l'entreprise. Il fait affaire en 1903 avec un jeune et riche anglais, Sir John Armsworth, qui crée la compagnie de la source Perrier en 1906 et qui va inventer la fameuse bouteille en s'inspirant du modèle des massues indiennes qu'il utilisait pour sa rééducation. C'est au départ le marché anglais et donc les colonies, notamment les colonies indiennes, qui vont permettre le développement de la source. Et ensuite, ça va devenir beaucoup plus important à partir de 1948, quand la source Perrier va sortir du giron britannique et devient française grâce à Gustave Leven, qui va en prendre le contrôle. On va passer à 150 millions de bouteilles au début des années 50. Et Nestlé a pris les rênes de l'entreprise en 1992. Aujourd'hui, 2,4 millions de bouteilles par jour dans le monde se boivent de Perrier. Donc, c'est quand même assez formidable. Et il faut savoir qu'en ce moment, c'est compliqué pour les Perrier. Normalement, ça va être difficile de trouver des bouteilles de Perrier d'un litre parce qu'il y a eu des petits soucis du côté de cette source qui a été contaminée, je crois, par des matières fécales. Donc il a fallu détruire, je crois, 1 million de bouteilles, ce qui crée légèrement des pénuries sur le Perrier. On passe à Nîmes. Il y a beaucoup de choses à voir à Nîmes. Bien entendu, à Nîmes, la première chose, je pense, à voir, l'un des lieux les plus emblématiques, ce sont les arènes de Nîmes. Arènes de Nîmes qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'était bâti pour accueillir les spectacles, bien entendu les combats de gladiateurs. Et puis ensuite, après l'interdiction de ces combats en 404, les arènes vont être transformées en forteresses par les Visigoths. Et ce qui fait que ça permettait à la population de se réfugier à l'intérieur de l'édifice. Parce que je rappelle qu'en 404, la France, ça n'est pas encore la France. On considère que la France, ça commence à partir de Clovis. Clovis, c'est 100 ans après. On est dans une période assez instable du côté de la France, avec beaucoup de clans qui s'affrontent, beaucoup de petites seigneuries en fait qui s'affrontent. Lors d'une visite à Nîmes au début du XVIe siècle, François Ier s'émeut de l'état de l'édifice et préconise en vain son dégagement. La restauration des arènes est finalement ordonnée par décret royal le 28 mars 1786. Elle implique la destruction des habitations se trouvant à l'intérieur. Et au Second Empire, une vaste campagne de réhabilitation est réalisée. Donc voilà, du côté de cet amphithéâtre, on a vu notamment un grand départ de Vuelta en 2017 qui partait du côté de cet endroit. Monument historique depuis 1840. Autre bâtiment important autre lieu important du côté de Nîmes, ce sont les jardins. Alors ce sont des jardins un petit peu particuliers, les jardins de La Fontaine, construits en 1745, situés sur une colline. Les jardins de La Fontaine ont été créés sur un site historique et naturel de 15 hectares,
premier jardin public européen. Il se compose de deux architectures paysagées, un jardin classique du XVIIIe siècle et un jardin méditerranéen. À la demande du roi de France, Louis XV, Jacques-Philippe Maréchal en est le concepteur. Alors, le projet initial prévoyait plusieurs terrasses, mais n'a jamais été finalisé. Et depuis le 19e siècle, début 19e siècle, le maire Augustin Cavalier met en œuvre l'aménagement de la colline et lui donne son nom. Et depuis, de nombreux espaces ont été créés. Voilà. Pour un jardin de rocaille, le bassin montgolfier également avec des pattes aquatiques à l'intérieur. On poursuit avec autre particularité. Alors là, c'est un bâtiment beaucoup plus moderne qui date de 2018. C'est le musée de la Romanité. C'est le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui est à l'origine de cette initiative. L'objectif est de proposer une collection permanente d'objets voilà, pour mieux comprendre cette époque qui a permis la création de la ville de Nîmes. Vous avez notamment un fronton de propylée entièrement reconstitué. Vous avez également, c'est sur un jardin archéologique de 3500 mètres carrés. Enfin voilà, vous avez plein de choses à voir du côté de cette musée de la Romanité, donc du côté de Nîmes. Et puis on passe à la nourriture, comme tous les soirs. Alors déjà, ça s'appelle la brandade de Nîmes. Alors, moi je connaissais la brandade de morue. La brandade de Nîmes, c'est une spécialité à base de morue. Plus précisément de merluche qui a été donné au merlu salé et séché. C'était le nom qui était donné au merlu séché et salé. Poisson pêché en Méditerranée. La brandade est citée pour la première fois en 1788 dans l'encyclopédie méthodique. Il est précisé que les merluches sont coupées en morceaux et mises dans une poêle avec de l'ail finement haché. On va y ajouter de l'huile qui doit se lier avec la pâte d'ail et le poisson. Et la brandade est née de la rencontre entre trois ingrédients, le sel, le merlu et l'huile d'olive. Donc voilà, ces trois morceaux-là. Donc ça ressemble peut-être plus à une rillette que vraiment la brandade de morue qui nous ressemble quand même plus à une purée. La brandade de morue qu'on connaît mais qui je crois est une spécialité. Enfin nous ce qu'on mange c'est plutôt la base de la brandade de morue et portugaise. Autre élément à manger, ça c'est du côté de Gruissant, c'est la tarte aux pignons, qui est une spécialité locale. Donc, moi je considère que... Alors les pignons de pain, je considère que c'est un truc ignoble. Dans les trucs à bouffer, je trouve que c'est le truc le plus dégueulasse. Vraiment. Il y a deux trucs que j'aime pas, mais vraiment pas du tout. Parce que, vraiment, je trie. C'est les pignons de pain que je trouve dégueulasses. Et l'aubergine, je trouve également ignoble. Donc là, pour moi, ça s'appelle un cauchemar. C'est comment gâcher une pâte à tarte. Donc, à l'intérieur, vous avez une base de pâte feuilletée pur beurre, une crème pâtissière aux amandes, donc jusque-là tout va bien, une meringue, de sucre glace, et on a décidé de tout gâcher avec des pignons. Donc ça s'appelle la tarte aux pignons. Ça va être assez particulier quand même, parce que les pignons, c'est pas les trucs les plus sucrés au monde. Ça a quand même un goût qui est assez présent, assez fort. Je suis pas sûr que ça soit exceptionnel à manger. C'est quand même dommage de gâcher une tarte qui était si bien démarrée. Du côté de la météo, vous voyez, on regarde la carte. Alors vous voyez la carte, déjà, première caractéristique, je vous le dis toujours, on n'est pas très loin de la mer quand même pendant toute la journée. C'est-à-dire que les indications de vent que j'ai peuvent être complètement modifiées parce qu'au niveau de la mer, eh bien, le vent peut être un peu plus fort. Alors on est quand même à parfois 50 km de la mer, mais il faut quand même se méfier. Grand soleil, température encore une fois très chaude, on est entre 32, 35, 36 degrés, ressenti quasiment au niveau de 40 degrés. Le soleil va taper extrêmement fort sur la tête des coureurs, donc ça va vraiment pas être agréable. Vous posez bien entendu tous la question, le vent. Eh bien le vent va être de sud-ouest. Voilà, le vent est de sud-ouest. Et il est entre 15 et 40 km/h, c'est-à-dire d'eau, 3/4 d'eau quand même. Plus fort sur la première moitié de journée, parce que sur les 50 derniers kilomètres, on est plutôt entre 15 et 30 km/h. Moi, je pense que si on veut faire un coup de bordure,
faut le tenter dans les 2 premières heures de course, parce qu'ensuite j'ai l'impression que ça sera beaucoup plus compliqué, mais ça sera surtout plus compliqué, comme c'est du vent de dos, de revenir sur la première bordure. Parce que les coureurs vont moins s'épuiser au vent de dos que vent de face. Donc moi je tenterai le coup d'entrée. L'étape fait 189 km. Bah, faut peut-être tenter à la sortie de Béziers, par exemple, à Alignan du Vent. Tiens, ça c'est un bon nom de commune pour tenter le coup. Au niveau des coups de bordure, mais vraiment sur les 50 derniers kilomètres, le vent à partir de Cavissons est quand même moins fort. Donc ça à prendre en compte aussi. Plutôt les 40 derniers kilomètres même que les 50 à Calisson, mais un peu avant, bien entendu, parce que je ne fais pas toutes les communes non plus sur la chaîne météo. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Le Tour de France est déjà passé du côté de Nîmes. Du côté de Gruissan, il n'y a jamais eu de passage du Tour de France. Il y avait eu une étape du Tour d'Espagne, remportée par Yves Lampaert en 2017, c'était l'étape numéro 2. Mais il n'y a jamais eu d'étape du Tour de France. On a eu par contre d'autres courses qui sont passées. Le Tour de l'Aude féminin, le Grand Prix du Midi Libre. Vous avez également le Tour méditerranéen. On peut quand même la route d'Occitanie également l'année dernière avec la victoire d'un certain Marijn van den Berg qui est présent au départ. Voilà, le Grand Prix du Midi Libre qui n'existe plus depuis 2002. Gruissan, et c'était quasiment la dernière édition cette année-là du Grand Prix du Midi Libre, qui était une course importante au mois de mai, mais vous avez bien les boucles de la Mayenne. Le général avait été remporté cette année-là par Iban Mayo en 2001 devant Benoît Salmon, Moreau, Jalabert et Tekeriuk, qui était un Kazakh. Et l'année d'après, c'était Armstrong qui s'était imposé, donc victoire qui a été retirée. Et deuxième, Igor Gonzalez de Galdeno, mais qui n'a pas récupéré la victoire. Le troisième, c'était Azevedo, quatrième Moreau, cinquième Serrano. Autant vous dire que vu le nombre de Once, il faut peut-être remonter jusqu'à Laurent Lefebvre pour avoir peut-être le véritable vainqueur de cette édition du Grand Prix du Midi Libre, donc qui restera la dernière. Il n'y a pas eu de nouvelle édition depuis. Du côté de l'arrivée à Nîmes, forcément, il y a eu des arrivées pas mal ces dernières années. Il faut bien le dire, c'est vrai que c'est une ville qui est énormément utilisée dans les années 2000-2010, avec notamment une victoire d'Hector González en 2004, victoire de Mark Cavendish en 2008, Christophe en 2014, Caleb Ewan en 2019, Nils Politt en 2021. L'étape partait à l'époque de Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'était une échappée. Nils Politt avait réussi à battre Hervitier et Sweeney. Il était parti à 11 km 800 de l'arrivée. C'était une échappée avec du bon monde. Il y avait Mesgeck, il y avait Greppel, il y avait Alaphilippe dans cette échappée, il y avait Boisson-Hagen, il y avait Sergio Henao également. Donc non, c'était une échappée très intéressante. Et puis Caleb Ewan, vainqueur en 2016 de cette étape, face à Viviani et Groenewegen qui étaient déjà là au sprint. Il y avait aussi Michael Matthews qui était présent, et aussi Alexander Christophe, voilà, qui était dans le top 10 de cette étape. Et il y avait eu pas mal de bordures sur cette journée à l'époque. Voilà, il y avait pas mal de coureurs qui avaient fini loin, notamment Mollema par exemple, qui avait été pris dans une bordure, ou Nibali également, ou Zacharine par exemple. Donc, voilà, il y avait pas mal de leaders qui s'étaient fait avoir sur cette étape. Donc est-ce que ça sera encore le cas en 2024? Eh bien c'est ce qu'on verra. Le cycliste du jour, là encore je n'avais pas beaucoup de noms. Alors j'ai un certain Jean-François Rodriguez, courant entre 80 et 85, a également été directeur sportif chez Bouygues Télécom jusqu'en 2008. Il était dans le staff. Coureur qui est passé par Renault à l'époque où il y avait Jean-René Bernaudot, par l'équipe Système U, qui n'était pas l'équipe de Cyril Guimard. Il y a eu une équipe Système U avant Cyril Guimard, mais qui n'a duré qu'un an,
qui s'était arrêté. Et donc, comme cette équipe s'était arrêtée en 84, et bien en 85, Jean-François Rodriguez n'arrivait pas à retrouver de contrat. Mais à l'époque, l'UNCP, donc l'Union nationale des cyclistes professionnels, avait une structure pour aider les coureurs qui n'avaient pas d'emploi à essayer d'en récupérer un nouveau, mais ça n'avait pas marché pour Jean-François Rodriguez dans cette structure. Et puis vous avez également Francis Siguenza, coureur professionnel dans les années 50, notamment dans l'équipe La Perle Hutchinson ou chez Peugeot des BP, vainqueur notamment du Grand Prix de Monaco en 53, qui était une course importante à l'époque, deuxième du Tour de l'Ouest, deuxième de Paris-Valenciennes également, vainqueur d'une étape du Tour de Maroc en 55, et sur le Grand Prix de Monaco, il avait battu Charles Gregorini et André Geneste, voilà, sur cette épreuve qui avait lieu en février. C'était voilà, une épreuve assez importante, voilà, du cyclisme professionnel, Grand Prix de Monaco, qui n'existe plus depuis 1983, dernier vainqueur, Kim Anderson. Là aussi, on est sur une étape belle chaudière aujourd'hui au niveau de certains classements. C'est Kim Anderson, c'est l'un des coureurs qui s'est fait le plus choper. Je crois que c'est 7 ou 8 contrôles antidopage positifs dans les années 80, ce qui est quand même une sacrée performance. Stratégie, encore une fois, comme je vous le disais, si on veut tenter des bordures, je pense qu'il faudra les tenter dans la première moitié d'étape. Je pense un sprint quand même à l'arrivée, mais je pense qu'on aura peut-être un leader ou deux leaders qui se feront avoir, un ou deux mecs du top 10 qui se feront avoir, ce qui devrait contenter les mecs devant pour collaborer. Et puis il y aura peut-être des sprinters également qui se feront avoir, donc là aussi il y aura peut-être une entente entre équipe de leaders et équipe de sprinters. Donc je pense à un sprint à l'arrivée, mais peut-être une bordure avec une soixantaine de coureurs, voilà, mais avec des leaders piégés. Parmi mes favoris, je tente Guilherme. On a vu qu'il se débrouillait très bien dans les bordures, sur l'étape de vendredi dernier. Philipsen, qui a remporté cette étape de bordure et qui a une équipe où avec Van Der Poel, Axel Laurent, ça peut bien aider dans ce genre de situation. Van Aert, bien entendu, on sait que la Visma a toujours été douée dans ce domaine-là, et avec des sprinters qui se feraient avoir, ça peut être une belle carte. En gros, Scott Christophe, qui a plutôt été performant dans cette commune de Nîmes, il aime bien le vent. Donc là aussi, ça pourrait bien se passer pour le Norvégien. Programme télé, départ fictif à 13h05. Montagnac à 131 km de l'arrivée entre 14h44 et 14h51. Le sprint intermédiaire, les Matelettes à 92 km de l'arrivée entre 15h33 et 15h44. Villevieille à 48 km de l'arrivée entre 16h30 et 16h46 pour une arrivée prévue entre 17h31 et 17h53. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!